Bonjour mesdames. Et ça fait plaisir là, parce qu'on est très nombreux. Dans le cadre de cette conférence Cap Droit avec Madame Nadia Abdel Salam, nous sommes très joyeux de vous accueillir pour l'atelier Vie autonome, autonomie de vie, crise sanitaire, mobilisation et accès aux droits. Je laisse à Madame Abdel Salam, avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à animer cet atelier, se présenter. Alors, moi, je travaille sur les questions du logement, des politiques sociales de l'habitat et du logement d'abord. Je suis proche concernée. Et donc, j'ai le plaisir d'animer ce temps de dialogue qui a été pensé, pour vous décrire un petit peu le format. Le souhait, c'est qu'on ait un temps où on puisse écouter les 4 contributions qui vont être présentées. Et donc, une partie de ces contributions se fera en visio. Et puis, il y a 2 intervenantes qui, normalement, sont dans la salle. Je m'en assure. Je ne sais pas dit encore pour le moment. Et donc, c'est à ces 4 contributions qu'on va écouter de manière successive. Et on s'est excuse d'avance sur un temps assez contraint. On a vraiment demandé aux contributeurs d'essayer de présenter un résumé de leur contribution sur 5 à 7 minutes, pour qu'on ait le temps de bien échanger derrière. Bien sûr, toutes les contributions sont sur le site internet et accessibles. Et donc, l'objectif, c'est, après ces 4 contributions, qu'on puisse, dans un deuxième temps, avoir un échange tous ensemble autour de cette question de vie autonome, autonomie de vie, et en l'orientant plus particulièrement autour de la question des lieux de vie et la manière dont ce qui s'est passé pendant la pandémie peut nous interpeller. Donc voilà, j'en dis pas plus, vous avez vu que c'était enregistré. Et puis, je vous propose qu'on démarre peut-être dans l'heure, il y aura un peu plus. Je vais donc. Moi, je suis là pour, on va dire, poser pas de salle. Cadroit m'a mis avec vous pour donner la parole. Alors, eux l'invitent et moi, je vous donne la parole. Vous voyez? Est-ce qu'il faut lever la main? Oui, pourquoi pas. Voilà. Voilà, donc, d'autre part, il faut parler fort. Alors, moi, je suis représentant de FNAPSI, donc usager. Vous savez ce que c'est que la FNAPSI, c'est la Fédération nationale des associations des GEM, surtout en psychiatrie. Je suis représentant de la coordination 69. Donc, la coordination 69, elle regroupe beaucoup de réseaux sur Lyon et le Rhône. Et je peux vous dire en ce moment, on travaille avec le PTSM là, depuis 1 an ou 2. Qu'est-ce que c'est que le PTSM? C'est le projet territorial de santé mentale. En France, donc c'est en France, mais c'est national, parce que comme vous voyez, c'est les usagers maintenant. Vers 80, 84, il y a un psychiatre qui me disait, un médecin-chef qui me disait, vous, les usagers, c'est vous qui allez prendre le relais dans quelques temps. Donc lui, il avait déjà bien vu. Donc le PTSM, eh bien, il faut bien vous dire que pratiquement en France, à Lyon, c'est le seul où il y a un collectif d'usagers, c'est-à-dire que nous travaillons avec les soignants, avec les directeurs, avec tout ça, et on apporte notre contribution. Avec Chantal, mon épouse qui est là, mais on est à peu près 7-8 usagers. Et donc, vraiment parce que à Lyon, l'UNAFAM s'est rendu compte qu'il fallait que le poids des usagers, c'était essentiel. Et là, on remonte beaucoup de choses, donc c'est vrai que ça va être très long parce que les changements et tout, c'est comme tout, il faut du temps. Voilà, moi, moi, je vais vous dire que j'ai été hospitalisé en 72 jusqu'en 80, en gros, et en 80, c'était à Bourg-en-Bresse. Et depuis 80, je travaille bénévolement avec Saint-Jean-de-Dieu, l'association OSE, là où on a fait pas mal de trucs, où j'ai représenté les usagers au Congrès mondial de la réinsertion en 86 octobre. Voilà, d'autre part, je travaillais pour gagner ma vie aussi, parce que moi, la maladie,
ça ne m'a pas empêché de travailler. Si j'étais à l'hôpital, je revenais à Lyon, je travaillais. Pourquoi à Bourg? Parce que mes parents, ils sont originaires de l'Ain. Et comme c'est eux qui m'ont hospitalisé au départ, donc c'est sectorisé. Et à Bourg, à l'époque, c'était un très bon hôpital. Ce qui a changé après, mais c'était un très bon hôpital. Voilà, donc moi j'ai une grande expérience de réinsertion, si on peut dire, de tout ça, parce que je dis toujours, eh bien, il faut se booster dans la vie. Il faut... En somme, si cette association était née, c'est que les médecins avaient vu que les ex-patients devaient aider les patients à l'hôpital, à les motiver, à dire oui, bien, vous avez des possibilités, mais quand on est à l'hôpital, les traitements et tout ça, c'est facile à dire, mais dans la réalité, s'il n'y en a pas des gens pour... parce que ce n'est pas bien les soignants qui à l'hôpital qui nous disent c'est des personnes. Voilà, voilà, donc c'est aussi le côté... Merci. Donc, pardon? Alors, le thème de l'atelier, c'est et les contributions qui vont nous être présentées, alors en visio, donc on va pas transmettre au fur et à mesure aux contributeurs, traite plus particulièrement de la façon dont s'est passée cette période de gestion de la pandémie et comment ça a pu, on va voir ce qu'il a dit par les contributeurs, interroger, faire réfléchir sur la question de l'autonomie de vie et de la capacité à choisir là où on veut vivre. Donc, on a proposé pour les interventions, c'est peut-être de commencer par Elisabeth Leprel. Une première question peut-être qui peut être intéressante pour le début. Comment avons-nous pu oublier nos aînés fragiles, vulnérables, dépendants, ainsi que nos amis handicapés pendant ce Covid? N'y a-t-il aucun moyen, aucune solution d'aide? Avons-nous failli pour cette cause? Qu'en pensez-vous? Voilà. Alors, on va commencer par toutes les questions et après, on rentrera dans la discussion tous ensemble. Voilà. Donc, Elisabeth Leprel, vous voulez bien commencer? À distance, vous avez fait D'accord. Justement, je ne suis pas sûr que là, on l'ait avec nous. Ah. Attendez. Alors, est-ce qu'on a Oui, oui. Naïma est présente. Vous avez les trois, hein, monsieur? Vous avez les deux, là? Oui. Naïma, est-ce que tu vas appuyer votre microphone? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Absolument, tout le monde vous entend. Oui, bonjour. Je suis très heureuse de participer à cet atelier concernant l'autonomie de vie pendant la crise sanitaire. Moi, ma contribution va traiter notamment du rôle des établissements de la santé mentale, notamment ici au Québec, dans le processus de prise de décision chez certains usagers qui ont été atteints de la COVID-19. Nous soulignons présentement une augmentation de la présentation de demandes de garde forcée en établissement. C'est une problématique qui est en croissance au Québec suite au refus catégorique des patients de respecter les mesures sanitaires. Donc, force est de constater que ce type de procédé empêche l'accès effectif au droit à l'autonomie de vie qui a été reconnu universellement par la Convention des Nations Unies comme un droit de toute personne de vivre en jouissant de sa liberté de choix en égalité avec les autres. Bien que l'effet de contracter la COVID-19 augmente les risques de contagion, il faut toujours se rappeler qu'il y a un principe général de droit concernant la prise en compte du consentement de la personne en matière des actes éminemment personnels comme celui de choisir le lieu de vie. Donc, le cas qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un cas issu de la jurisprudence de la Cour du Québec
C'est le cas d'un monsieur qu'au fait de cette contribution, on l'appelait Monsieur Chevalier, qui a été atteint de la COVID-19. Il avait un comportement agressif, un comportement violent envers l'équipe soignante. Donc, il ne voulait pas respecter les mesures. Et le médecin qui l'a traité a considéré qu'il avait un trouble mental. Donc, l'hôpital ensuite a déposé une demande de garde provisoire et forcé en établissement. Bon, ici, on se demande deux questions fondamentales. La première question, est-ce que le fait d'avoir un comportement inapproprié constitue un trouble mental? Ça, c'est une des questions que le juge devait analyser. Et l'autre question, est-ce que le danger, parce qu'il avait un danger pour lui-même ou pour autrui, est-ce que ce danger découle directement de l'état mental de la personne? Bon, c'était vraiment intéressant. Je l'ai trouvé très, très important parce que le juge a vraiment analysé tous ces enjeux. Notamment, il a dit qu'il faut considérer, il faut toujours se rappeler que la mesure de garde forcée en établissement est une mesure à caractère exceptionnel parce que ça touche directement des droits fondamentaux comme celui à l'autonomie de vie. Ça touche directement les droits à l'intégrité physique, les droits à la liberté individuelle. Et donc, la loi établit que nul ne peut garder dans un établissement de santé sans son consentement au sein que la loi ou le tribunal l'autorise. Donc, le tribunal pourrait l'autoriser si on démontre qu'il a un état mental perturbé lié précisément au danger. Donc, mais c'est un acte éminemment personnel, comme je vous ai dit tantôt. Il faut toujours rechercher le consentement de la personne. Et s'il y a une opposition à cette garde, c'est impossible de les garder, sauf s'il y a des motifs sérieux. Bon, suite au témoignage de M. Chevalier, le juge a considéré que lui, il avait la capacité à consentir à des soins, que ce comportement agressif, sa conduite récalcitrante ne représentait pas un état mental, un trouble mental. Donc, ce type de danger que l'hôpital avait invoqué, ce n'était pas relié à son état mental, mais plutôt, et c'est ça que j'aimerais souligner, plutôt à une requalification ou on peut dire une redimension du risque qui a été causé par le risque de contagion de la maladie. Donc, cette requalification du risque a été vraiment importante, notamment chez les personnes qui ont des troubles mentaux, parce que l'Institut national en excellence de santé et services sociaux ici au Québec, l'INES, a considéré que ce type de personnes qui souffrent de maladies mentales sont des personnes à risque parce qu'ils ne comprennent pas les mesures sanitaires et certains auteurs considèrent que ce type de personnes doivent faire l'objet de mesures plus coercitives comme le confinement et la vaccination obligatoire. Donc, le juge dans cette affaire a considéré, comme je vous ai dit tantôt, que ce monsieur avait l'aptitude, donc il a rejeté la conduite au rejet de la demande. Il a dit qu'il y a, avant de présenter la demande au tribunal, il avait d'autres mesures
qui sont en vigueur, qui sont des mesures à appliquer par les autorités sanitaires, comme restreindre l'accès à certains endroits publics, les confinements, etc., qu'il faut vraiment les appliquer avant de passer par une mesure si coercitive comme la mesure de garde en établissement. Donc, c'est un exemple, mais c'est vraiment une pratique récurrente dans les institutions hospitalières. Et je peux dire que d'après une recherche de la jurisprudence, la plupart de ce type de requêtes a été accueillie par le tribunal et les tribunaux ont, sous prétexte de la crise sanitaire, sous prétexte de cette redimension du risque, notamment chez les personnes vulnérables qui souffrent de maladies mentales, ils ont considéré que ça justifie la garde forcée en établissement. Et ça touche vraiment les droits à l'autonomie de vie reconnue, cette autonomie de vie qui touche la liberté de choisir le lieu de vie de toute personne. Et bon, ce sont des idées que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Si j'ai pris beaucoup de temps. Mais... pour poser éventuellement des questions complémentaires, approfondir, voilà, et après entrer dans la discussion. Donc, peut-être que là, on va aller du coup ensuite remonter avec Nathalie Blanchet Barbara Lucas sur la question du coup de la manière dont ça a été géré dans les établissements plutôt pour les personnes âgées au période de la pandémie. Est-ce que vous nous entendez bien? Non. Non. En effet, on vous entend très très mal. Oui, c'est ça que je m'avais dit aussi. Oui. Bon. En tout cas, ce que nous, on vous entend. Alors, peut-être que vous puissiez la parole. Nathalie Blanchet, vous pouvez parler. Ok, merci. Bien, donc je vais commencer par vous remercier de nous donner cette occasion de partager avec vous le fruit de nos réflexions. En fait, je vais vous parler cet après-midi de l'évolution, de la manière dont les autorités du canton de Genève, donc en Suisse, ont géré cette pandémie dans les EMS, c'est-à-dire les maisons de retraite en Suisse, au cours des 2 vagues de l'épidémie qui se sont succédées en 2020. Peut-être un petit point avant de commencer, il faut que je vous précise que en fait, les réflexions qu'on partage avec vous cet après-midi sont issues d'un travail qui est en cours de réalisation, qui est une recherche internationale sur les droits des personnes âgées en situation de pandémie de Covid-19, qui est portée, coordonnée par le REIACTIS, qui est le réseau d'études internationales sur l'âge, la citoyenneté et l'intégration socio-économique. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est un travail en cours, ce sont des réflexions qui sont basées sur une analyse documentaire, une analyse média, une analyse des échanges qui ont lieu dans les séances du Parlement à Genève. Il y a une phase d'entretien avec les acteurs concernés qui est prévue, mais qui n'aura lieu que dans un second temps. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, les faits sont les suivants. En fait, il y a eu 2 vagues successives sur le territoire de Genève que les autorités n'ont pas du tout géré de la même manière. En fait, au printemps, au moment de la première vague, le Conseil d'État, donc le gouvernement, a très vite pris un arrêté qui a interdit toutes les visites dans les maisons de retraite. Et cette interdiction, elle a couru du 18 mars au 8 juin. Et en fait, ils ont justifié cela par la gravité de la situation sanitaire et ils poursuivaient 3 objectifs. Le premier, c'était de préserver la santé des résidents. Le second, c'était de préserver la santé des personnels. Et puis le dernier, c'était d'éviter que le système de santé ne soit débordé. Donc, une fois que cette interdiction est tombée, entre guillemets, c'est-à-dire après le 8 juin, en fait, la situation sanitaire s'est améliorée. On a de nouveau organisé des visites, mais on a demandé à chaque
établissements de mettre en place un plan de protection, donc toujours dans ces objectifs de préserver la santé des résidents, des personnels et le système de santé lui-même. Et puis à l'automne, la situation sanitaire se dégrade de nouveau. On retrouve tous les éléments qui ont servi à justifier cette interdiction de visite au printemps, mais cette fois-ci, il n'y a pas de décision au niveau cantonal, il n'y a plus d'interdiction générale concernant les visites. Pourtant, la gravité de la situation sanitaire, elle continue de justifier d'autres mesures de restriction dans la population générale. Par exemple, à ce moment-là, de nouveau, on interdit tous les rassemblements, on ferme une grande partie des commerces, on appelle les employeurs à mettre en place le travail, mais on ne promulgue plus de décisions cantonales pour les maisons de retraite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut expliquer ce changement en quelques mois, en fait? Alors, notre analyse, elle montre que c'est beaucoup moins le fruit d'une mobilisation des milieux concernés qui auraient défendu les droits fondamentaux des personnes âgées que le résultat, finalement, de processus d'apprentissage, mécanismes d'apprentissage. Et on distingue 3 mécanismes. Le premier, il porte sur les conséquences sociales et éthiques de cette mesure d'interdiction généralisée des visites. En fait, c'est comme si on prenait conscience, une fois qu'on a pris cet arrêté qui interdit toutes les visites, et bien petit à petit, on prend conscience des conséquences sociales et des problèmes éthiques que cette interdiction soulève. Et tout ça passe notamment par la presse, c'est-à-dire que très vite, on a des articles dans les journaux, dans les quotidiens qui vont se faire l'écho de toutes les difficultés que rencontre le personnel dans ce contexte-là, de la souffrance des résidents, de la souffrance des proches. Et puis, on a les milieux scientifiques, académiques qui vont commencer à prendre position et à expliquer que cette mesure d'interdiction, en fait, elle soulève des problèmes éthiques et en fait, elle atteint gravement les droits fondamentaux des personnes âgées. Donc, on a un premier mécanisme d'apprentissage sous forme de prise de conscience, finalement, des conséquences de cette mesure. Le deuxième mécanisme d'apprentissage, il concerne plutôt l'efficacité de la mesure. Donc, je vous rappelle, on interdit les visites pour préserver d'abord la santé des résidents. Puis, en fait, on se rend compte le temps passant que le virus atteint quand même certaines maisons de retraite et qu'il y a des morts liées au Covid dans cette première vague. Et du coup, il y a toute une partie des élus à l'Assemblée qui vont s'inquiéter de la proportionnalité de cette mesure. C'est-à-dire, est-ce que, en fait, c'est interdiction généralisée, elle n'est pas trop restrictive au regard des effets qu'elle produit. Et puis, le troisième et dernier mécanisme d'apprentissage qu'on distingue, il se produit au sein des réseaux professionnels eux-mêmes. C'est-à-dire que progressivement, ces réseaux professionnels, ils vont s'organiser pour être en capacité de gérer par eux-mêmes ce risque pandémique. C'est-à-dire que toutes les associations fêtières, c'est-à-dire les têtes de réseau, vont commencer à produire des documents pour aider les établissements, par exemple, à rédiger puis à mettre en place ces fameux plans de protection. Ils vont diffuser des bonnes pratiques, des guides pour les aider à résoudre les conflits éthiques auxquels ils sont confrontés. Et donc, in fine, on trouve avec des autorités cantonales qui, dans la même situation, ont d'abord interdit toutes les visites, puis ont laissé les établissements gérer cette situation par eux-mêmes, à la faveur de 3 mécanismes d'apprentissage différents, bien plus que d'une mobilisation, comme je vous le disais, des milieux concernés. Alors, en fait, on se rend compte que en Suisse, à Genève, cette décision de laisser les établissements gérer la situation par eux-mêmes, c'est un peu comme une forme de retour à la normale, parce que habituellement, on utilise un principe de subsidiarité pour répartir les compétences entre les différents niveaux d'autorité publique. Et donc, le fait de laisser les établissements s'organiser par eux-mêmes et donc adapter les mesures qu'elles prennent à leur réalité spécifique, ça nous permet de réintroduire ce principe de subsidiarité. Donc, si on a bien un changement de mode opératoire, en fait, on change la manière dont on intervient dans ces EMS face aux risques que courir la pandémie. En revanche, on continue de s'interroger pour savoir si ces mécanismes d'apprentissage ont réellement produit un changement au niveau du contenu.
C'est-à-dire que même si chaque établissement a été laissé libre de rédiger puis de mettre en place un plan de protection qui s'adapte au plus près à ses réalités, en fait, il a fallu quand même qu'ils tiennent compte des recommandations en termes d'hygiène, en termes de distanciation sociale, de port du masque, etc. Ce qui fait que même si des visites ont de nouveau pu avoir lieu, elles se sont parfois déroulées dans des cadres qui étaient tellement contraints que potentiellement, elles ont pu perdre tout leur sens et que en fait, ça n'a sans doute pas toujours réellement permis de respecter les droits fondamentaux des personnes qui résident dans ces maisons de retraite. Voilà, et j'en ai terminé, je vous remercie. Alors, merci beaucoup. Du coup, sans transition, on pourra enlever sur des questions et rentrer dans la discussion après. Peut-être passer la parole du coup à Catherine Fouderas, qui du coup, comme anthropologue au Québec, va nous parler du coup de la reprise des mouvements de lutte dans le contexte de la pandémie également. Est-ce que vous nous entendez? On a Oui. On a peu de temps. Oui, je vous entends. Et bien, la parole D'accord. Alors, bonjour. Merci. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour le Québec. Je vais vous parler de la reprise des luttes activistes du mouvement de vie autonome autogéré au Québec sur fond de pandémie. Alors, dans la lignée du mouvement international et québécois de vie autonome des années 70 et 80, la détérioration dramatique des services de soutien à domicile et à la participation sociale acquis de haute lutte dans le dernier tiers du siècle dernier est due aux politiques néolibérales d'austérité. De nouvelles mobilisations sont en cours au Québec. Dès le milieu des années 70, de jeunes Québécois ayant des incapacités motrices et sensorielles ont mis en place par et pour eux-mêmes, de façon autogérée, les premiers services communautaires de soutien à domicile, de transport adapté et de logement avec ressources partagées en milieu urbain. Ils ont ainsi amorcé un processus de désinstitutionnalisation qui s'est généralisé pour toute la population en situation de handicap. Toutefois, dès le début des années 80, l'État a pris en charge ces services en les généralisant sur tout le territoire. Bien que répondant aux attentes des personnes concernées et des parents, cette prise en charge publique des services a entraîné la perte de contrôle de la gestion de leurs services par les usagers eux-mêmes, tels que revendiqués par le mouvement de vie autonome international. Les services de soutien à l'intégration sociale, éducative et professionnelle se sont développés jusqu'à la fin du XXe siècle au Québec. Toutefois, une dizaine de milliers de personnes ayant des incapacités sévères et nécessitant plus d'une cinquantaine d'heures de soutien à domicile par semaine se trouvent bon an mal an dans des centres d'hébergement de soins de longue durée, des CHSLD, dont la clientèle est très majoritairement des personnes âgées de 80 ans et plus, avec des incapacités multiples et principalement cognitives. Les adultes plus jeunes se sentent emprisonnés dans des milieux incompatibles avec leur projet de vie autonome. Cette situation s'est aggravée à partir des années 2000 jusqu'à aujourd'hui avec les politiques néolibérales d'austérité, de centralisation administrative et d'implantation de mesures de performance et d'efficience de type industriel et déshumanisant les services. Cette détérioration des services sociaux de soutien à la participation sociale a entraîné une nouvelle vague d'emprisonnement institutionnel en CHSLD. Ces lieux sont devenus des foyers d'infection majeurs lors de la première vague de la pandémie, avec environ 6 000 morts. Dès l'été 2020, cette hécatombe a entraîné ce qu'on peut qualifier de résurgence du mouvement de vie autonome et de ses principes au Québec, avec sa figure de proue, Jonathan Marchand, 43 ans, informaticien ayant une dystrophie musculaire avec ventilation permanente. Il doit vivre depuis 12 ans en CHSLD et nécessite une assistance personnelle 24 heures sur 24. Il est le président de Coop Assist.
Coop Assis, c'est une coopérative par et pour de jeunes adultes ayant des limitations physiques sévères et qui a fait les manchettes par des actions directes non violentes, dénonçant le mépris ambiant envers le respect de leurs droits humains. Jonathan Marchand s'est échappé de son institution avec le soutien d'un grand nombre d'activistes pour venir camper dans un abri simulant une prison pendant 5 jours et 5 nuits devant l'Assemblée nationale à Québec et en exigeant une rencontre avec le Premier ministre. La couverture médiatique et par les réseaux sociaux a apporté une visibilité sans précédent au mouvement sur le plan national. Il revendique et fait la promotion du développement d'un programme pilote d'assistance personnelle autogérée permettant aux personnes ayant des besoins très importants d'assistance de vie de quitter les milieux institutionnels où ils sont emprisonnés et aussi de prévenir une reprise de l'institutionnalisation en cours au Québec. Tout cela s'est exacerbé avec la pandémie et l'invisibilisation des personnes en situation de handicap par la santé publique depuis le début de la pandémie. Un nouveau rapport de force politique s'est établi, obligeant le gouvernement à créer un groupe de travail interministériel pour négocier la mise en œuvre de ce nouveau programme, similaire à ceux existant déjà dans les pays scandinaves, en Grande-Bretagne et même en Ontario et ailleurs dans le monde. Bien que Jonathan Marchand ait obtenu plus de 100 heures de service par semaine et soit en transition pour vivre dans son appartement, le projet est actuellement bloqué par l'administration, prétendant l'impossibilité de le mettre en œuvre dans le cadre des lois et ressources existantes et craignant en fait un précédent qui fasse boule de neige pour les personnes ayant des incapacités intellectuelles, cognitives et psychosociales, incluant les personnes âgées orientées massivement vers l'hébergement institutionnel et semi-institutionnel. La population ayant des incapacités atteindra 35% en 2035 avec le vieillissement de la population. Le Québec est le deuxième État après le Japon dont le vieillissement de la population est le plus rapide. Pourtant, ce changement radical de paradigme est entièrement conforme à la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU, ratifiée par le Québec, ainsi que la France en 2010. Son article 19 exige la désinstitutionnalisation des personnes en situation de handicap et le respect de leurs droits humains, d'autodétermination et de liberté de choix de leur lieu de vie. Les hécatombes vécues chez les personnes hébergées dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée, équivalents aux EHPAD et institutions pour personnes en situation de handicap, majoritairement âgées, mais on n'a pas de données sur les plus jeunes. Donc, ces hécatombes, pendant la pandémie, font actuellement évoluer le rapport de force politique, dont Coop Assis et son président sont le fer de lance radical. Le bras de fer en cours annonce une reprise d'action directe non violente par le mouvement québécois de défense des droits des personnes en situation de handicap et des mobilisations qui avaient disparu depuis les années 80. Il semble que ce type d'action soit maintenant une nécessité pour bousculer des gouvernements soucieux de leur image publique et devant envisager de privilégier le soutien dans la collectivité au lieu de persister à créer des habitats collectifs violant les droits humains de façon particulièrement évidente en temps de pandémie et de catastrophes climatiques appelées à se multiplier. Est-il envisageable, pour finir, donc, de voir se constituer une alliance militante de toutes les personnes vivant des situations de handicap, incluant les personnes aînées dites en perte d'autonomie ou de dépendance, pour leur soutien à domicile et dans la collectivité, avec des assistants personnels autogérés selon les projets de vie de leur choix et garantis par l'État de leur jeune âge jusqu'à la fin de leur vie. Une lutte radicale d'émancipation par et pour à suivre et à disséminer en suivi de la mise en œuvre effective de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Je vous remercie.
je ne sais pas si Elisabeth Leclerc nous a rejoint, sa contribution avec sur en visio. Sa contribution est disponible sur le site internet. Elle est vraiment très intéressante sur un témoignage sur de son attendue vu sous l'angle d'une association qui lutte contre la maltraitance à Paris. Voilà, mais tous les intervenants. mais je pense que du coup, avec nous, alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être juste s'il y a quelques questions vis-à-vis des intervenants, plutôt en termes de clarification, précision que vous souhaiteriez voir apporter. On peut prendre un petit temps pour ça. À chaque fois que vous prenez la parole, présentez-vous et dites en deux mots d'où vous parlez. Et puis après, on entrera plus dans la discussion entre nous et avec les intervenants. Et on espère qu'au niveau de tout ça, ça sera bon. Les personnes qui veulent, donc, ce serait bien qu'elles se fassent, qui veulent s'exprimer, qui veulent poser des questions, pour que ça, le son passe. Je pense que vous Nickel, Alors, oui, mon excuse. Alors, je sais pas, on a échangé des mails, etc. Donc, des hauts. Voilà. Mais du coup, Nicolas, je vous laisse la parole. Et je me réponds de nouveau l'excuse. On a échangé des mails avec le Ah non, il faut se mettre à côté du micro. Oui, oui, oui. Mais vous mettez à ma place. Ah, mais là, vous serez bien là. Je vais vous tourner le dos, hein. Je suis désolé à l'écran. Je vais faire mon possible pour avoir votre meilleur profil. Vous avez du travail. Hein. Avec le masque, on arrive à. Oui, non, je suis désolé. Alors, j'avais commencé en disant que j'étais un peu confus d'intervenir. Alors, je suis d'autant plus que vous entendiez quelqu'un d'autre. Non, je suis confus parce que par rapport aux études de cas, aux présentations très riches qu'on a eues, ma contribution cet après-midi va être beaucoup plus vague et pas très fondée, mais et prend davantage la forme d'une tribune. Une tribune, alors je vais être très très rapide, qui a une tribune très très générale. Donc moi je suis Nicolas Henquez, je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle le CERMAS 3 et je travaille depuis plusieurs années sur les politiques de santé mentale en France et vraiment les enjeux de politique de santé mentale et donc à un niveau macroscopique. Alors cette tribune du coup cette tribune que je vous soumets elle a donc deux origines. Alors ce travail que je fais sur j'essaie d'élargir depuis quelques années pour constituer une analyse, pas une analyse, mais un point de vue, une approche des transformations des politiques sociales à partir de ces organisations. Donc, d'apporter un point de vue un peu original dans l'analyse des politiques sociales. Donc, à partir d'une compréhension des organisations de l'État social. Et donc, l'idée que je défends dans ce travail, c'est que on a beaucoup réfléchi collectivement, socialement, aux transformations de nos politiques sociales en termes de la désinstitutionnalisation. Donc, on ferme les grosses organisations dans lesquelles on accueillait les personnes auparavant et on promeut aujourd'hui des politiques de l'autonomie. Et donc, avec l'idée qu'on a une forme de déclin des institutions ou des organisations, et c'est peut-être le terme que je préfère. Et l'idée que je défends, que j'essaie de travailler dans ce travail, c'est de dire qu'en fait, on n'a jamais autant produit d'organisations diverses et variées dans ce nouveau monde de l'autonomie. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un paradoxe et des organisations d'une complexité folle pour simplement amener les personnes à pouvoir simplement faire valoir leurs droits. Donc, on ne peut pas avoir, pour le dire un petit peu différemment, on ne peut pas promouvoir des droits sans mettre en place des organisations pour soutenir ces droits et soutenir les personnes dans l'accès à ces droits. Mais alors là où le paradoxe est compliqué, c'est que dans le monde néolibéral, comme Patrick Fougeroulas y insistait, dans lequel on est aujourd'hui,
on a un peu une disparition de la pensée de l'organisation. Et donc, cette transformation, elle se fait à couvert, elle se fait de façon un peu cachée, un peu même honteuse, j'ai presque envie de le dire, avec des États qui n'assument pas, enfin des organisations qui ne s'assument pas elles-mêmes, des États qui n'assument pas les organisations qu'ils mettent en place, et des individus qui, au fond, n'ont pas très envie de voir les organisations se mettre entre elles et les droits, et une forme de cécité collective sur les organisations. Et donc, encore une fois, le travail que j'essaie de faire, c'est de rendre visibles ces organisations et peut-être de plaidoyer, de lancer un premier plaidoyer pour qu'effectivement, on y prête plus attention. Et on se donne les moyens de travailler avec ces organisations pour les faire fonctionner au mieux et au service, au fond, des personnes qu'elles sont supposées précisément servir. Alors, sur ce, il y a eu la pandémie. Alors, moi, j'étais, encore une fois, pas concerné par la pandémie, enfin, en dehors, enfin, j'étais concerné comme nous tous, mais en tant que citoyen, mais je ne veux dire pas en tant que personne souffrant d'une déficience, et pas même en tant que chercheur, parce que ça ne fait pas spécialement partie de mes questions de recherche, c'était assez loin de ça. Mais donc pandémie, et comme tous les citoyens affectés par cette pandémie et par les restrictions qu'on nous a imposées à tous, parce qu'on parle beaucoup des restrictions aux personnes handicapées, mais évidemment, elles nous ont concernés aussi, nous qui n'avions pas a priori de handicap. Donc une fermeture généralisée. Et surtout, alors, l'intuition que j'ai eue, que je voudrais éventuellement défendre aujourd'hui avec vous, c'est que une partie de cette pandémie, elle s'est jouée sur le terrain des organisations. Alors, on a des collègues sociologues qui l'ont un peu formalisé, mais de façon un peu étroite, en parlant d'une crise organisationnelle. Alors, eux, ce qui se caractérisait, c'était plutôt le système de décision qui avait, enfin, qui était caractérisé, c'était le système de décision qui avait amené aux décisions de confinement en mars 2020. Mais c'était beaucoup plus général que ce qu'ils ont écrit. C'est un livre que vous pouvez facilement trouver d'Olivier Boras et compagnie, Une crise organisationnelle, vous trouverez. Mais le point que je voudrais souligner, c'est qu'on a une crise beaucoup plus générale des organisations et dans tous les sens, des organisations du social. Alors, crise, on l'a un peu, on l'a entendu avec l'exemple de nos collègues suisses, crise des organisations dans des institutions d'accueil des personnes, alors crise absolument généralisée, alors qui s'est jouée de façon un peu différente sur les différents terrains, mais enfermement des personnes âgées. Sur le terrain du droit d'asile, j'en parlais hier avec Nicolas Chambon, il y a eu aussi une forme d'abandon, mais qui s'est finalement beaucoup mieux passée, parce qu'il y a une forme d'autogestion qui s'est mise en place dans les CADA. Mais on pourrait parler, alors moi ça m'a particulièrement affecté parce que je suis aussi enseignant des universités, et éventuellement des écoles primaires, etc. Donc, crise de ces organisations-là, mais crise aussi plus généralement des organisations qui sont un peu derrière et qui sont importantes dans le fonctionnement un peu de la protection sociale, des organisations de second rang, des ARS qui sont complètement dépassées et qui ont rajouté à la crise. Et tout cela jouant évidemment, moi j'ai toujours l'intuition fondamentale qu'en organisant la société, on aurait pu s'éviter beaucoup des restrictions aux libertés qu'on s'est imposées mutuellement. L'exemple qui m'a toujours frappé, c'est les fermetures des parcs publics parisiens. Alors, peut-être pas parisiens, mais dans une ville où on est quand même entassés les uns sur les autres, fermer en plus les seuls espaces, au motif que ça pourrait créer des agglomérats, alors qu'on pouvait organiser précisément l'accès à ces espaces socialement. Oui, j'ai fini. Et du coup, mon plaidoyer, mais voilà, j'arrive à ma conclusion. Même chose. Du coup, ça m'a permis. Il me semble que ça rejoignait l'intuition dans mon premier point sur mes travaux, qui a eu là, il me semble, collectivement, là encore une fois, une forme d'aveuglement face à ces organisations qu'on n'a pas voulu, il me semble, qu'on n'a pas voulu considérer à leur juste mesure dans la gestion de cette crise sanitaire, et auxquelles on n'a pas voulu donner les moyens d'agir en tant qu'organisation au service, encore une fois, des populations qu'elles desservent. Et donc le plaidoyer, j'arrive à mon dernier point, de façon générale, un peu politique, que je suggère, enfin, que je pourrais suggérer, c'est on a besoin, il me semble, de quelque chose comme un care des organisations, un prendre soin des organisations qui, dans le temps de pandémie, encore une fois, est particulièrement crucial, mais qui probablement, plus généralement, dans l'état social dans lequel on vit aujourd'hui, me paraît absolument essentiel pour son bon fonctionnement et pour, encore une fois, assurer ses missions dans de bonnes conditions à notre service à tous. Merci. La personne qui était confinée avec son Covid, mais aussi pour un malade mental, parce que c'est pas du tout la même mental.
Excusez-moi, si vous prenez la parole, il faudrait venir, sinon les gens à distance ne nous entendent pas. Oui, désolé. Juste chaise musicale. Un peu. Au Québec, là, la personne qui était confinée chez elle pour le Covid-19, elle a été prise pour, je ne sais pas si c'est le Québec ou la Suisse, pas confondu. Et ils l'ont pris pour un malade mental, alors qu'il n'était pas du tout malade mental. Donc, c'est pas comme société, parce que si on est confiné pour un Covid-19, qu'on n'a pas le droit de sortir chez soi, qu'on n'a pas le droit d'avoir des visites dans une EHPAD, ça perturbe l'esprit des personnes. Les personnes sont isolées. On a toujours dit qu'il ne fallait pas que les personnes soient isolées parce que rompre l'isolement, ça peut donner des problèmes psychiques. Donc, il n'y a pas de micro. J'ai vu tout à l'heure à la vidéo qu'il y avait le groupe de Bourg-en-Bresse qui était présent en visio. Je vais saluer, c'est notre groupe. Et en fait, par rapport au premier témoignage de la dame, c'est un clin d'œil, mais le premier témoignage de la dame, je veux juste dire qu'il ne faut pas confondre désobéissance et aliénation, quoi. Je pense qu'il y avait beaucoup de dérapage par rapport au Covid, par rapport on n'osait même pas sortir à 50 mètres de chez nous, quoi. On était tous terrorisés par les médias qui tournent en boucle, par il y avait des profils qui ne disaient pas sortir de chez nous, rester cloîtrés. On a cette impression d'avoir été terrorisé par ce Covid, quoi. En fait, c'est pas le Covid en lui-même, mais c'est la façon d'avoir réagi. Les gens au début paniquaient, ça se fait dans les commerces avec tous les stocks de notre côté où on habitait. En tout cas, j'ai un logement, j'habite actuellement avec mon épouse dans un T4. Je suis autonome et j'ai un parcours psychiatrique qui est assez chargé. Je vais récemment sortir. Voilà. On n'osait même pas aller à 50 mètres. Et pas... Premier confinement, c'est comme ça. J'étais trop parlé, je ne sais pas. Non, Étienne. Peut-être on peut enchaîner. Il y a eu des personnes qui veulent participer. Bien. Une femme retraitée. Bonjour, je suis sociologue, donc merci pour toutes les interventions et petit clin d'œil à Barbara derrière. J'avais une question de précision pour Patrick Fougerolas, s'il pouvait nous en dire plus sur le programme pilote d'une assistance autogérée. Qu'est-ce que c'est qu'une assistance autogérée? Voilà, je ne sais pas où regarder. Donc, et le deuxième point, notamment en écho avec l'intervention de Barbara et sa collègue, mais des autres également, c'est est-on vraiment sorti de la crise, puisqu'on parle beaucoup au passé, mais moi je travaille actuellement avec une maison, enfin une pension de famille et un habitat inclusif, dans une recherche-action qui est complètement à l'arrêt. Et voilà, ce que je vois, c'est qu'on n'a pas l'air d'être sorti de cette crise, ni des effets sur la sociabilité et sur les soutiens habituellement apportés aux résidents et aux locataires de ce lieu. Voilà, ce qui se passe là-bas, c'est que ça repose beaucoup sur l'intervention de bénévoles et que l'activité n'a toujours pas reprise. Voilà, donc a-t-on vraiment tiré tous les enseignements de cette crise et voilà, que doit-on encore constater plutôt beaucoup d'empêchements liés encore au contexte. Déjà, on a eu beaucoup de médicaments à cause
cause de l'isolement et tout, parce qu'il se passe avec le MOF, même dans les personnes dans les maisons de personnes âgées, il pouvait y avoir quand même un minimum. Et puis les personnes qui sont isolées chez elles, il faut qu'il y ait quand même une protection. Alors, oui. est-ce qu'on peut avoir la réponse de Patrick Fougera sur sa question d'assistance? Oui, je peux répondre si vous voulez. Ça va? Vous m'entendez? Donc, l'assistance personnelle autogérée, en fait, c'est une assistance de vie en fait, qui répond aux besoins d'assistance humaine de la personne en termes de services, par exemple, sur ses besoins quotidiens, mais pas simplement dans une perspective de soutien à domicile, comme la plupart des programmes le font, mais vraiment un accompagnement dans toutes les activités que cette personne réalise, que ce soit au niveau éducatif, professionnel, social, de loisirs, pouvoir prendre des vacances, par exemple, et autogérer parce que, peu importe ses incapacités, dans la perspective de l'autodétermination, c'est la personne qui est pilote de sa vie et qui a le contrôle. Donc, ce n'est pas une question de capacité, mais c'est plus, on peut ne pouvoir rien faire par soi-même, mais être en mesure de dire comment vous voulez le faire, avec qui vous voulez le faire, dans quel lieu vous voulez le faire. Et ça, toujours dans une perspective de vie dans le milieu de son choix, dans la collectivité. Donc, Coop Assist, c'est une coopérative qui est en même temps aussi autogérée par les usagers eux-mêmes et sur la base d'un soutien de pair et danse et qui collectivise, si vous voulez, l'ensemble des activités de recrutement, de formation et donc de soutien à ses membres en termes d'assistance personnelle. Enlevez votre masque. Je suis une personne avec utilitaire et libre, je vis à domicile. Et donc, pendant la pandémie, il y a eu je me suis retrouvée face à un problème, c'est que parce que à cause de la pandémie, il y avait beaucoup moins de personnel de services d'auxiliaire de vie. Et du coup, ils nous ont demandé de faire un effort pour savoir quels étaient les gestes vitaux pour nous. Par exemple, le contraire, il viendra nous aider à faire la douche. Par contre, l'entretien de la maison, ce n'est pas vital, donc on ne le fait pas. Comment? Pendant tout le confinement, hein. C'était le service minimum. Donc, le problème qui se passe en France, c'est quand vous ne consommez pas sur l'année vos taux horaires de tierces personnes, le Conseil général se dit, vous n'avez pas consommé, donc vous n'avez pas besoin de ça. Super. C'est-à-dire que non seulement on est en confinement, non seulement on est enfermé, comme comment expliquer les collègues chez soi, en plus, il faut faire un effort dans le sens où l'entretien ne fait pas partie du côté vital pendant le confinement. Donc forcément, il y a moins d'heures utilisées par la force des choses. En plus, il y a eu un problème de nombre de personnel, c'est-à-dire qu'il est arrivé que même pour les gestes vitaux, il n'y a personne, parce qu'il n'avait personne à mettre, parce que les auxiliaires qui devaient garder leurs enfants, ils ne pouvaient pas travailler, ils sont retrouvés en chômage partiel. Et du coup, vous faites comment finalement? C'est-à-dire que même les gestes qui considéraient vitaux, quelquefois, n'étaient pas honorés. Et on se retrouve avec un conseil général qui, au bout d'un an, vous dit on réduit le taux horaire parce que finalement, vous n'avez pas fait toutes vos heures, c'est que vous n'en avez pas besoin. Ça marche complètement sur la tête. Et donc, votre collègue sociologue tout à l'heure disait, est-ce que c'est terminé cette histoire de Covid? Non, ce n'est pas fini, parce qu'il y a encore des gens qui, quelquefois, sont touchés. Donc, au niveau de l'aide humaine, c'est toujours pareil, cette histoire de ne pas fournir la journée ou la soirée. Quand il y en a une qui appelle disant je suis obligée de m'isoler parce que j'ai été cas contact, je ne sais pas quoi, quelquefois, on peut trouver un remplaçant
c'est possible, mais quelquefois, le service, il n'honore pas leur emplacement. Ce qui est, je trouve dommage, c'est que, enfin, en tout cas au niveau du conseil général, c'est que quand il n'y a personne, on marque aidant familial. Sauf que quand on n'a pas de famille, je ne vois pas d'où il va sortir l'aidant familial. Sur le planning, c'est marqué aidant familial. On n'a pas de famille, mais il y a un aidant familial qui sort du chapeau, je ne sais pas d'où. Et le conseil général considère que si vous avez marqué aidant familial, c'est que vous n'avez pas besoin de ces heures-là. Donc moi, j'ai dû me battre avec mon service pour que ça ne soit pas noté aidant familial, mais bien préciser que c'est une prestation pas fournie. Ce n'est pas un aidant familial. Pour pouvoir, après moi, présenter, enfin, pouvoir aller me battre auprès du conseil général, disant toutes ces heures-là, ce n'est pas que j'en ai pas besoin, c'est que je me suis retrouvée avec un service qui était dans l'incapacité de fournir la tierce personne. Donc, on ne peut pas enlever ces heures-là. Et je me suis rendu compte que sur ce service, c'était une des seules à avoir fait cette différence. Et j'ai énormément de collègues qui utilisent ce service qui se retrouvent dans la situation où ils ont moins d'heures et du coup, on leur demande, comme disait le témoignage du monsieur en visio, de les mettre en institution parce que plus assez d'heures pour vivre chez eux, à domicile, et donc transférer dans des établissements de vie, comment on appelle ça, des femmes, ouais. Non, c'est pas vraiment. Voilà, les foyers d'accueil médicalisés. Je trouve ça complètement fou. Donc, effectivement, cette histoire de Covid, entre guillemets, c'est terminé dans le sens où il n'y a plus de gros confinements, mais ce n'est pas fini parce que les conséquences, on n'est pas au bout de toutes ces séquences-là. Je pense qu'on va encore avoir des surprises. On va voir, oui. Mais je voudrais revenir à votre sujet. Est-ce que je peux intervenir sur ce point? Est-ce que je peux intervenir juste pour dire, je pense que c'est extrêmement pertinent, puis c'est la même situation aussi au Québec, et je pense que le plaidoyer qu'on doit avoir, c'est justement avec l'exemple que je vous donnais, avec une coopérative qui est gérée par les personnes elles-mêmes, c'est que cette administration doit sortir des mains d'organisations, d'établissements, et l'argent doit plutôt aller directement à la fois aux personnes, être mutualisé au sein de coopératives qui sont gérées directement par les personnes concernées. Donc, il faut éliminer cette dimension administrative de monde qui font pour, mais sans tenir compte de la réalité de nos projets de vie. On n'entend pas. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que si on donne des sous à les familles confinées, automatiquement, les familles ils vont prendre l'exemple pour faire sa femme plus ou et dans les familles, il ne va pas prendre, il va y apprendre, il va gagner sous pour eux, il va sortir des trucs, et c'est que les autres, les gens malades, handicapés ou voilà, des maladies, il va arrêter dans son lit parce qu'il n'a pas ça pour l'aider. Alors, donner les sous, c'est bien, c'est qu'il faut voir à qui vous donner. Parce que tu as des familles, peut-être, il adore sa famille, il va prendre les sous pour aider la famille, et tu en as, il va faire le contraire. Ça, c'est pour ça que je vous dis non, je ne suis pas d'accord. Il faut le donner aux personnes en situation de handicap qui gèrent leur service. Oui, c'est qu'en France, c'est pas comment ça va. Non, mais c'est pour ça que je disais c'est un plaidoyer politique. Il y a des structures du réseau. Excusez-moi, peut-être juste pour répondre à la question qui nous était adressée un petit peu plus tôt. Oui, en effet, cette crise n'a pas fini d'avoir des conséquences sur les personnes elles-mêmes, c'est évident.
Toutefois, nous, il nous fallait choisir un an pour vous communiquer les résultats de nos réflexions. Donc, on a choisi de s'arrêter en 2020 parce que pour ce qui concerne les modalités d'intervention, c'est cette année-là que les changements ont eu lieu. Mais oui, bien sûr que cette crise continue d'avoir des conséquences sur les personnels mêmes et également sur les organisations. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, ce que je ne vous ai pas dit pour aller plus vite, pour vous exposer la situation, c'est que la deuxième vague de Covid-19 à Genève, donc les maisons de retraite ont géré par elles-mêmes leur plan de protection, mais en fait, la vague a été beaucoup plus meurtrière, entre guillemets, que la première pour les résidents de MS. Et qu'aujourd'hui, on commence à avoir quelques indications sur les causes de cet état de fait. Et visiblement, c'est largement dû au fait qu'on a manqué de personnel. D'abord parce que chroniquement, on manque de personnel dans ces institutions. Ensuite, parce que ça a été aggravé par la pandémie qui a fait qu'une partie d'entre eux étaient malades, à l'isolement, etc. Que ce personnel parfois pas suffisamment formé. Et quand on est face à une épidémie et qu'il faut avoir des gestes techniques, y compris des gestes en matière d'hygiène, etc., et ben, le manque de formation fait qu'on on va potentiellement être davantage un vecteur de propagation. Ensuite, aujourd'hui, ces maisons de retraite à Genève, elles connaissent une crise financière. C'est-à-dire que la situation sanitaire de l'épidémie qui a fait qu'une partie des résidents sont décédés des suites de la maladie, qui ont fait qu'il y a aussi eu moins de demandes d'entrée dans ces établissements, crée aujourd'hui une difficulté pour ces établissements pour se financer et qu'une partie d'entre eux est en train de licencier une partie de son personnel. Donc voilà, je voulais juste répondre à la remarque qui nous avait été formulée un peu plus tôt. Nous, on va dire, les On ne vous entend pas. Dis-nous, c'est nous, on va dire, on a eu, qu'on s'appelle, toutes nos requêtes, on va dire, comment ça s'appelle, un centre, et qu'on s'appelle les gens à travailler dedans, les infirmières, les soignants, tout ça. Il a resté dedans 2 mois avec des serviettes pour se laver, tout ça. Eh ben, l'État l'a donné tort parce que pour pas les vieux, pour pas les âgés, on va dire, la travail, mais dit, eux, l'a resté. C'est que l'État, quand il a pris ça, l'a donné tort parce qu'automatiquement, parce qu'il fallait repartir chez eux et revenir le lendemain matin. C'est que tu as des sortes qui ont fait ça, c'est que et des vieux, il a attrapé la maladie. Eux, ils avaient fait ça, mais aucun des sortes-là, on va dire les vieux âgés, il n'a pas tombé malade. Pourquoi tout le monde a resté sur place? Et c'est tout, c'est ça. En mode, c'est ça, il fallait la France, l'Espagne, ou alors même où vous habitez, il fallait peut-être faire ça tout partout. Sans, les gens étaient sur place et il y avait moins de des vieux morts. Et quand on a, on va dire, ils repartis, ils revenaient le lendemain matin, la maladie, même si vous n'étiez pas malade, la maladie arrivait et c'est ça. Et on en a eu un groupe, bon, l'a fait, il a fait ça 2 mois, les 2 mois, les gens n'ont pas été malades. Je ne sais pas si vous avez entendu ça l'année passée. On voit déjà un certain nombre d'éléments sur des apprentissages sur cette période. On va faire une retranscription et un compte rendu un petit peu de ces échanges. Et on voit bien que c'est des premières questions qui sont posées. Le temps est un peu court pour aller plus loin, mais vraiment un grand merci à tous et de vos contributions et de vos questionnements et de vos réflexions. Voilà. Et puis du coup, je crois qu'il y a un atelier qui s'enchaîne tout de suite derrière. Et peut-être un autre qui s'organise ici. Donc, OK, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci.